L'amiral Koyamada se tenait sur le pont d'observation du chantier naval Neptune, contemplant l'immense navire qui flottait dans l'obscurité. Le bâtiment était recouvert de poussière et de rêves oubliés. Personne n'avait visité cette partie du chantier depuis 20 ans. Le Prometheus de l'US Navy était là, immobile comme un géant endormi, sa coque peinte de couleurs qu'aucun navire moderne n'utilise plus. « C'est avec ça qu'ils veulent qu'on se batte », demanda le capitaine Rodriguez derrière elle. Sa voix portait le poids d'un homme qui savait qu'ils allaient tous mourir bientôt. Ko hocha lentement la tête. Elle se souvenait de l'époque où ils avaient construit ce navire. Elle était alors une jeune lieutenant, tout juste sortie de l'académie. C'était durant cette période de paranoïa où l'humanité, en quête d'étoiles, ne trouva que le silence. Ce silence les terrifiait plus que n'importe quelle invasion extraterrestre. Alors, ils construisirent des vaisseaux comme le Prometheus, conçus pour combattre des ennemis inconnus. Des vaisseaux construits en partant du principe que tout ce qui se trouvait là-bas les voudrait morts. Puis eut lieu le premier contact. Les extraterrestres étaient nés pacifiques. Ils avaient des règles, des conseils, des lois et des traités. L'humanité éprouvait de la honte face à des vaisseaux comme le Prometheus. Les politiciens le qualifiaient de gaspillage de ressources. Les chefs militaires le jugeaient trop agressif pour cette nouvelle ère de coopération galactique. Alors, ils l'ont enterré et ont tenté de l'oublier. À présent, cette même galaxie était à leur porte, armes chargées. Le Conseil galactique leur avait d'abord semblé une aubaine. L'humanité avait déposé sa candidature 50 ans auparavant, impatiente de rejoindre la communauté des espèces voyageant dans l'espace. Le Conseil avait souri et déclaré avoir besoin de temps pour examiner la demande de l'humanité. 50 ans d'évaluation, 50 ans d'isolement, tandis que d'autres espèces commerçaient et prospéraient. Puis, la souveraineté impériale remarqua la Terre. Il s'agissait d'un empire qui contrôlait 40% de l'espace connu par sa puissance militaire. L'empereur Vastar avait envoyé son message 3 mois auparavant. Les conditions étaient simples, se soumettre ou périr. L'humanité avait 30 jours pour capituler. La flotte moderne de la Terre faisait pâle figure face à la gigantesque flotte de la souveraineté. L'humanité avait construit des vaisseaux d'exploration et des croiseurs de défense légers, destinés à patrouiller les routes commerciales et à arborer le drapeau lors d'événements diplomatiques. La souveraine, elle, disposait de 847 vaisseaux capitaux conçus dans un seul but, la force de frappe écrasante. Les politiciens paniquèrent. Ils convoquèrent des sessions d'urgence et implorèrent l'intervention du Conseil galactique. Le Conseil exprima ses inquiétudes et resta inactif. Certaines espèces envoyèrent leurs pensées et leurs prières. Personne n'envoya d'armes ni de vaisseaux. Désespéré, quelqu'un se souvint du Prométhée. On retrouva Ko, désormais amiral, mais toujours l'officier la plus expérimentée, ayant servi sur les prototypes de vaisseaux de guerre. On lui confia une mission impossible, s'emparer de cette relique, recruter un équipage parmi les meilleurs, et, par tous les moyens, stopper un empire. « L'équipe est en train de se rassembler », dit Rodriguez en consultant sa tablette. « C'est un mélange intéressant. » Ko haussa un sourcil. « Étonnant, non ? La moitié sont des vétérans de l'époque paranoïaque, des gens qui savent se servir de méthodes peu orthodoxes. L'autre moitié, ce sont des scientifiques licenciés pour radicalisme excessif, sans oublier les quelques 200 volontaires qui se sont inscrits en sachant que c'est probablement un aller simple. « Montrez-moi à nouveau les caractéristiques du vaisseau », dit Ko. Rodriguez afficha l'écran holographique. Le Prometheus mesurait 3 km de long, avait la forme d'un coin propulsé par d'énormes moteurs. Sa coque était épaisse, recouverte de plusieurs types de blindage, pas de boucliers énergétiques. Rien que ça, c'était étrange selon les normes modernes. Tous les vaisseaux de la galaxie utilisaient des boucliers énergétiques. L'armement était tout aussi bizarre. Des canons électromagnétiques tirant des projectiles métalliques massifs, des lasers à propulsion nucléaire, nécessitant de véritables explosions pour fonctionner,
des systèmes de missiles aux appellations telles que protocole Kessler, incompréhensibles pour les tacticiens modernes. Tout était d'une brutalité physique et cinétique extrême. « Ils vont se moquer de nous », dit Rodriguez d'une voix calme. « Qu'ils se moquent », répondit Coe. « La souveraineté croit savoir comment fonctionne le combat spatial. Ils ont mené une centaine de guerres contre des espèces utilisant toute la même technologie, les mêmes tactiques. Ils n'ont jamais affronté d'humains se croyant seuls dans un univers hostile. » Elle consulta la désignation du noyau d'IA du vaisseau. Archimède. L'intelligence artificielle avait été entraînée sur toutes les simulations de guerre humaine, créées au cours de 10 000 ans d'histoire. Batailles navales antiques, guerres mondiales, échanges nucléaires qui n'ont jamais eu lieu. Scénarios d'invasion extraterrestre tout droit sortis de la fiction. L'IA connaissait tous les coups bas que l'humanité avait pu imaginer. La porte du pont d'observation s'ouvrit. Une femme en blouse blanche usée entra, ses cheveux gris relevés en un chignon pratique. « Amiral Yamada ?» demanda-t-elle. « Je suis le docteur Sarah Chen. J'ai participé à la conception des systèmes d'armement du Prometheus. On m'a dit que vous l'aviez réactivé. » « Chen », dit Coe en reconnaissant le « nom. » « Ils vous ont forcé à prendre votre retraite il y a 15 ans. Ils ont dit que mes idées étaient trop violentes pour cette nouvelle ère de coopération. » Chen sourit sans humour. Apparemment, la violence ne se soucie pas des époques. La souveraineté déploie sa flotte colossale. Que me voulez-vous? Je veux que vous vous souveniez pourquoi vous avez construit ce navire, pour qu'il soit si cruel. Chen s'approcha du hublot et contempla le Prométhéeus avec une sorte d'amour dans les yeux. Nous l'avons construite en partant du principe que nous rencontrerions une entité qui souhaiterait notre extinction. Nous pensions qu'elle serait plus forte, plus rapide, plus avancée. Alors, nous n'avons pas cherché à l'égaler. Nous avons cherché à la briser par des moyens inattendus. Chaque système de ce vaisseau est conçu pour contrer les tactiques conventionnelles. « Est-ce que ce sera suffisant ?» demanda Rodriguez. « Contre 800 vaisseaux ?» s'exclama Chen en riant. « Ce serait du suicide. Mais j'ai passé 15 ans à observer comment les souverains combattent. Ils sont prévisibles. Ils suivent une doctrine. Ils ont confiance en leurs boucliers et leur formation. Le Prométhéeus a été conçu pour combattre des ennemis qui ne respectent pas les règles du jeu. Ironiquement, c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. » Coe se détourna de la fenêtre. 3 semaines avant l'arrivée de la souveraineté. 3 semaines pour réveiller un monstre endormi et apprendre à son équipage à utiliser des armes dont la galaxie avait oublié l'existence. 3 semaines pour transformer la honte de l'humanité en son dernier espoir. « Faites monter l'équipage à bord », ordonna-t-elle. « Nous avons du travail. » Le pont du Prométhéeus empestait le pétrole et l'ozone. Tout était analogique, avec des systèmes de secours et des commandes physiques. L'équipage avait passé 3 jours, rien que pour comprendre comment activer les systèmes principaux. Les vaisseaux modernes utilisaient des interfaces holographiques et des connexions neuronales. Le Prométhéeus, lui, n'avait que des boutons, des interrupteurs et des commandes manuelles pour tout. « Pourquoi ce vaisseau n'a-t-il pas de bouclier ?» demanda le lieutenant Park pour la 3e fois. Jeune et formée sur des vaisseaux modernes, elle avait visiblement du mal à comprendre la philosophie de conception du Prométhéeus. Le docteur Chen, debout devant la console d'armement, effectuait des diagnostics. « Parce que les boucliers peuvent tomber en panne », répondit-elle patiemment. Les boucliers énergétiques fonctionnent en projetant un champ qui disperse l'énergie incidente. Ils sont très efficaces contre les lasers et les armes à plasma, mais ils ont une faiblesse. Soumis à des impacts suffisamment violents, ils s'effondrent. De plus, ils consomment constamment de l'énergie. Il faut choisir entre bouclier, armes et moteur. C'est pourquoi nous proposons le blindage. Park toucha la cloison. Juste du métal épais. Blindage multicouche, corrigea Chen. Composite céramique à l'extérieur pour dissiper la chaleur.
treillis en alliage de titane pour retenir les fragments, nid d'abeille en acier pour absorber l'impact cinétique, mousse alvéolaire qui se vaporise en emportant de l'énergie, puis une autre couche de céramique, puis encore de l'acier. 30 mètres de tout ça entre vous et l'espace. Le commandant Hayes, officier tactique du vaisseau, consulta un tableau comparatif. Vétéran chevronné, il avait servi sur les premiers vaisseaux de défense coloniale. Les croiseurs modernes sont équipés de boucliers capables d'encaisser environ 50 terawatts avant de céder. Quant à la coque, d'une épaisseur d'environ 2 mètres en alliage léger, elle est conçue pour la vitesse et l'efficacité. Le Prometheus peut encaisser 10 fois plus de dégâts, mais il est lent. Nous, on plafonne à 0,3 fois la vitesse de la lumière dans l'espace normal. On est un gros pavé blindé, lent, résuma Rodriguez. Un pavé très bien armé. Chen sourit. Elle activa l'affichage des armes. Des batteries de canons électromagnétiques, des accélérateurs magnétiques qui propulsent des barres de tungstène à 0,3% de la vitesse de la lumière. Chaque barre pèse 2 tonnes. Lorsqu'elle touche sa cible, l'attaque se fait uniquement par énergie cinétique. Aucune explosion n'est nécessaire. L'énergie provient de la vitesse. L'amiral Yamada observait la scène depuis son fauteuil de commandement. La souveraineté utilise presque exclusivement des boucliers énergétiques. Comment ces boucliers réagissent-ils aux armes cinétiques? Mal, répondit Hayes, en consultant des rapports de renseignement. Les boucliers énergétiques sont conçus pour disperser les lasers et le plasma. Ils peuvent ralentir les objets physiques, mais ils ne peuvent pas les arrêter complètement. C'est comme essayer d'attraper une balle avec un éventail. On peut la ralentir, mais elle finira par vous atteindre. Une alarme retentit. Archimède, l'IA du vaisseau, activa son interface holographique. L'avatar apparut sous la forme d'une simple figure géométrique, tournant lentement. « Amiral », dit l'IA d'une voix neutre, « j'ai achevé l'analyse des tactiques de la flotte de souveraineté impériale à partir des données disponibles. Elle privilégie la formation en marteau centré, les vaisseaux capitaux au centre, les croiseurs formant une sphère autour, et les chasseurs assurant la protection extérieure. Elle mise sur des tirs d'armes à énergie concentrée pour saturer les boucliers ennemis, puis se rapproche pour un bombardement plasma. « Des faiblesses ?» demanda Yamada. La formation part du principe que l'ennemi maintiendra ses distances et tentera d'affaiblir ses boucliers. Elle est optimisée pour les batailles aux entreflottes de puissance, équivalente utilisant une technologie similaire. Face à des armes cinétiques à courte portée, la formation devient un handicap. Les vaisseaux sont trop rapprochés. Si le blindage est percé, les débris d'un vaisseau endommagent les autres à proximité. Le docteur Chen a présenté un autre système d'armement. C'est mon préféré. Nous l'appelons le protocole Kessler. L'écran affichait des missiles, mais ils étaient étranges. Au lieu d'ogives explosives, ils étaient équipés de systèmes à fragmentation et de propulseurs secondaires. « Ces missiles n'explosent pas » demanda Park. « Ils font mieux » expliqua Chen. « Chaque missile accélère jusqu'à sa vitesse maximale. Puis, il se fragmente en environ 50 000 morceaux, chacun de la taille d'une bille. Les fragments se dispersent en formant un nuage. Chaque morceau se déplace à vitesse orbitale. Dans l'espace, il n'y a pas de résistance de l'air. Ils continuent simplement leur course. Hayes fut le premier à comprendre. Vous transformez les débris spatiaux en armes. Exactement. Le syndrome de Kessler était une vieille crainte terrestre. Trop de débris en orbite et c'est l'effet domino. Une collision crée davantage de débris, ce qui provoque d'autres collisions. Nous en avons fait une arme. Lancez-en suffisamment sur les formations ennemies, et le champ de bataille devient un véritable enfer. Leurs propres vaisseaux détruits contribuent à l'accumulation de débris. C'est terrifiant, dit Park d'une voix calme. C'est de la survie, corrigea Yamada. La souveraineté déploie 800 vaisseaux pour exterminer l'humanité. Nous, on en a un, il nous faut tous les avantages possibles. Pendant les 2 semaines suivantes, l'équipage s'entraîna sans relâche. Ils apprirent à penser différemment. Le combat spatial moderne était comme de l'escrime.
Des échanges élégants à longue distance. Le Prometheus était conçu pour le combat rapproché. S'approcher, encaisser les coups, riposter avec plus de force. Les équipes d'armement s'entraînaient au chargement des canons électromagnétiques. Chaque tige devait être parfaitement alignée magnétiquement. Un écart trop important, et elle se désagrégerait dans la chambre d'accélération. Une puissance insuffisante, et la vitesse ne serait pas suffisante pour pénétrer le blindage ennemi. L'équipe d'ingénierie étudiait les systèmes de blindage. Ils apprirent à isoler les zones endommagées de l'alimentation électrique, à purger l'atmosphère pour prévenir les incendies, et à maintenir le vaisseau en état de combat même lorsque la moitié des systèmes étaient hors service. Archimédée effectuait des simulations de combat en continu. L'IA avait été programmée avec des tactiques inédites dans la galaxie. Attaque par collision, embuscade dans les champs de débris, utilisation de la gravité planétaire pour se propulser vers l'avant lors de raids offensifs. Toutes les basses manœuvres de l'histoire humaine adaptée à la guerre spatiale. Un consultant extraterrestre du Conseil galactique leur rendit visite durant la 2e semaine. Il s'appelait Tevnosh, un conseiller militaire d'une espèce qui avait servi avec honneur pendant 3 siècles. Il parcourut le vaisseau, de plus en plus perplexe. « Voici votre vaisseau de guerre. Amiral, je dois être honnête. Les éclaireurs de la souveraineté impériale vont voir ce vaisseau et en rire. Pas de bouclier, des armes cinétiques primitives. Votre vitesse de pointe est à peine suffisante pour la défense du système. Merci pour votre évaluation, dit poliment Yamada. Je ne veux manquer de respect à personne, poursuivit Tevnash. Mais la guerre galactique a évolué et dépasse désormais ses méthodes rudimentaires. Les boucliers énergétiques et les armes à plasma sont supérieurs en tout point. Vos concepteurs travaillaient manifestement avec des connaissances limitées. Le docteur Chen apparut à leur côté. Nos concepteurs partaient nés du principe que nous affronterions des ennemis qui pensent exactement comme vous. Nous avons donc conçu un système qui enfreint toutes vos règles. Tevnash fit claquer ses mandibules dans un soupir. Amiral, j'admire le courage humain. Mais le courage seul n'arrêtera pas la grande flotte. La Terre devrait peut-être reconsidérer l'offre de vaseline de l'empereur. Cela permettrait à votre espèce de survivre. Après son départ, Rodriguez s'approcha de Yamada. Il n'a pas tort concernant les chiffres, amiral. Non, acquiesça Yamada. Mais il se trompe sur tout le reste. La souveraineté a remporté tant de batailles qu'elle a oublié ce que c'est que de combattre un ennemi qui ne se soumet pas à ses règles. Le Prométhéeus a été construit par des gens terrifiés par l'inconnu. Cette peur a stimulé leur créativité. Elle observa son équipage sur la passerelle. Vétérans et marginaux, scientifiques à la pensée trop violente. Des volontaires qui n'avaient plus rien à perdre. Aucun ne croyait survivre. Mais tous étaient convaincus de pouvoir infliger à l'ennemi des dégâts suffisamment importants pour que cela compte vraiment, plus que 3 jours avant leur arrivée. Yamada annonça « Archimède, chargement du module de combat Oméga. Nous allons montrer à la galaxie ce que signifie le désespoir humain. » La grande flotte de la souveraineté impériale arriva à l'heure prévue. Elle apparut en formation parfaite. 847 vaisseaux capitaux émergeant de l'hyperespace, tels un essaim de frelons enragés. Le vaisseau amiral, l'Eternal Dominion, trônait au centre, 2 fois plus imposant que n'importe quel autre vaisseau, hérissé d'armes capables de détruire une lune. Tous les capteurs du système terrestre étaient amenés à être braqués sur eux. Toutes les chaînes d'information diffusaient les images. L'humanité assistait à sa chute en haute définition. L'amiral Yamada se tenait sur la passerelle, du Prométhéeus observant le déploiement tactique. La flotte ennemie se disposait en sphère, la Terre en son centre. Une démonstration de force écrasante, la preuve que toute résistance était vaine. Ils sont exactement là où Archimède l'avait prédit, déclara Hayes depuis le poste tactique. Formation en marteau centré, doctrine de souveraineté appliquée à la lettre. Bien sûr, répondit Yamada. Ils ont remporté 200 campagnes avec cette formation. Pourquoi changerait-il ? Le visage de l'empereur Vastar apparut sur tous les écrans du réseau de communication terrestre. Grand et imposant, ses écailles scintillaient d'implants de pierres précieuses, symbole de son rang royal.
Quatre yeux contemplaient enfin l'humanité avec un mépris désinvolte. « Peuple de la terre », dit sa voix, empreinte d'une autorité absolue. L'heure du choix a sonné. Ma flotte colossale encercle votre monde. Vous n'avez aucun allié. Votre vaisseau primitif ne représente aucune menace. Je vous offre une dernière faveur. Rendez-vous maintenant. Acceptez la vassalité envers notre souveraineté, et votre espèce pourra continuer d'exister sous notre tutelle. Refusez, et nous vous montrerons pourquoi 800 espèces s'agenouillent devant nous. Les canaux de communication furent saturés de panique. Les bâtiments gouvernementaux de la Terre furent plongés dans le chaos. Certains politiciens réclamèrent une reddition immédiate. D'autres plaidaient pour l'évacuation. Quelques voix courageuses appelèrent à la résistance. Yamada ouvrit un canal direct avec l'empereur. « Empereur Vastar, ici l'amiral Ko Yamada, de la marine spatiale de la Terre unie. Je parle au nom de mon espèce, quand je dis non. » Un silence s'installa un instant, puis le rire de Vastar résonna dans l'espace. « Un seul vaisseau, dit-il amusé. Vous affrontez ma grande flotte avec un seul navire antique. Amiral, ce n'est pas du courage, c'est du suicide. J'ai étudié l'histoire de l'humanité. Vous êtes une espèce qui valorise le sacrifice, mais le sacrifice exige un but. Quel but y a-t-il à sacrifier sa vie? L'humanité a une longue histoire de combat contre des forces démesurées. Yamada déclara « Nous sommes plutôt doués pour ça. Vous voulez la terre. Venez la prendre. » « Qu'il en soit ainsi, » répondit Vassar. « Au moins, vous mourrez avec honneur. Tous les vaisseaux concentrent leurs tirs sur le vaisseau humain. Je veux qu'il soit réduit en miettes pour l'exemple. » Le Prométheus se mit en mouvement, accélérant vers la flotte ennemie. Chaque membre d'équipage ressentait la gravité de l'instant. 3 kilomètres de navires de guerre fonçant vers une mort certaine. « Poste de combat », ordonna Yamada. « Ingénierie, donnez-moi toutes les ressources du réacteur. Armement, attendez mes ordres. Archimède, exécutez le plan Delta 7. » Accusé de réception, répondit l'IA, calculant le vecteur d'approche optimale. « Amiral, je dois préciser que mes projections indiquent une probabilité de destruction du vaisseau de 98%. Et les 2% restants ?» demanda Rodriguez. « Une erreur d'arrondi, » répondit Archimède. 300 croiseurs souveraineté ouvrirent le feu simultanément. Des faisceaux d'énergie fendirent l'espace, convergeant vers le Prométhée. Leur luminosité était telle qu'ils étaient visibles depuis la Terre. Un spectacle lumineux annonciateur d'une destruction imminente. Les observateurs du Conseil galactique assistèrent à la scène avec horreur. Ils avaient déjà vu ça. Un feu concentré provenant de seulement 50 vaisseaux pouvait submerger n'importe quel bouclier et vaporiser un vaisseau. 300, c'était excessif, mais le Prométhéeus n'avait aucun bouclier à saturer. Les rayons d'énergie frappèrent le blindage. Les composites céramiques s'ablissaient, emportant la chaleur avec eux. Un treillis de titane dispersa une partie de l'énergie. 30 mètres de blindage multicouche ont encaissé toute la force de l'assaut. Le Prométheus a continué d'avancer. Rapport de dégâts. Yamada a crié. Blindage extérieur détruit dans les sections 7 à 12. Le lieutenant Park a rapporté la voix empreinte d'étonnement. Intégrité de la coque à 86%. Nous évacuons un peu d'atmosphère, mais les cloisons étanches tiennent bon. Amiral, nous venons d'encaisser un coup qui aurait dû nous détruire. À bord du vaisseau amiral ennemi, Vassadar contemplait ses écrans avec incrédulité. Impossible. Aucun vaisseau ne survit à un tel bombardement. De quoi sont-ils faits? Son officier tactique vérifia et revérifia les relevés. Mon empereur, il semblerait qu'il soit dépourvu de boucliers énergétiques. Ils absorbent les dégâts grâce à un blindage physique. Je n'ai jamais vu une telle construction. Nos armes sont conçues pour pénétrer les boucliers, puis détruire le vaisseau. Contre un blindage solide, leur efficacité est réduite. Feuillez davantage, ordonna Vassitar.
Faites feu avec les vaisseaux capitaux. Le Prométheus se rapprocha à 200 000 km. À l'échelle spatiale, c'était une portée de combat rapprochée. Maintenant, dit Yamada d'une voix calme, les 20 batteries de canons électromagnétiques firent feu de feu simultanément. 40 barres de tungstène, pesant chacune 2 tonnes, furent accélérées à 0,3% de la vitesse de la lumière. Les bobines magnétiques les libérèrent dans un fracas comparable à la déchirure de la réalité. Les barres parcoururent la cente et la distance en quelques secondes. Leur impact fut d'une énergie cinétique telle qu'elle rendait les explosions presque inoffensives. 3 vaisseaux capitaux souverains cessèrent tout simplement d'exister. Les barres de tungstène transpercèrent leurs boucliers comme s'ils étaient invisibles. Le métal n'a ni explosé ni vaporisé. Il a transféré toute son énergie cinétique à la cible. Les vaisseaux se sont déformés vers l'intérieur. Le blindage de la coque s'est comprimé à une fraction de son épaisseur initiale. Les réacteurs ont cédé. L'atmosphère s'est décomprimée de manière explosive. Des milliers de membres d'équipage sont morts avant de réaliser qu'ils étaient attaqués. La grande flotte a réagi dans la confusion. Les vaisseaux rompirent les rangs pour tenter de prendre leur distance, mais ils s'étaient entraînés aux échanges d'armes à énergie. Ils n'avaient jamais affronté d'armes cinétiques à courte portée. « Rechargez dans 30 secondes !» cria Hayes. Le Prométhéeus essuya de nouveaux tirs. Un rayon plasma trancha la coque, faisant fondre 20 mètres de blindage. Les sirènes d'alerte retentirent. Le service technique signala des incendies dans les sections 4 et 5. « Avancez !» ordonna Yamada. « Arrimède, montrez-leur pourquoi leur formation est une erreur. » L'IA ajusta la trajectoire du vaisseau, le menant au cœur de la zone la plus dense de vaisseaux ennemis. Le Prométhéeus était désormais encerclé, pris sous le feu ennemi de toutes parts. Son blindage fondait et se désintégrait. La superstructure du vaisseau était exposée par endroits, mais précisément là où il fallait. Les canons électromagnétiques reprirent d'assez le feu. Cette fois, les cibles étaient les navires les plus proches les uns des autres. Des barres de tungstène transperçaient un navire et poursuivaient en leur course dans le suivant. L'énergie cinétique était si colossale qu'un seul tir pouvait détruire plusieurs cibles. Plus grave encore, les navires détruits se brisaient en 1000 morceaux. Des débris se dispersaient dans toutes les directions. Des fragments de blindage, toujours lancés à grande vitesse, percutèrent les vaisseaux voisins. Les boucliers énergétiques capables de dévier les lasers furent impuissants face à un bloc de blindage de 10 tonnes se déplaçant à vitesse orbitale. La formation, jusque-là parfaite, se transforma en piège mortel. Les vaisseaux entrèrent en collision en tentant de s'échapper. Les systèmes de défense antimissiles conçus pour intercepter les missiles étaient incapables de suivre ou d'arrêter les projectiles en métal massif du Prométhéeus. « Il panique !» observa Rodriguez, les yeux rivés sur l'écran tactique. La formation s'effondre. L'empereur Vastar vit sa flotte se désintégrer. En 3 siècles de conquête, il n'avait jamais rien vu de pareil. Le vaisseau humain agonisait, brûlait, se désintégrait. Mais il continuait de tirer. Il continuait d'anéantir ses vaisseaux avec des armes primitives qui n'auraient jamais dû fonctionner. L'amiral Archimède intervint. « Je détecte une accumulation d'énergie à bord du vaisseau amiral. Il charge ce qui semble être un système d'armes, capable de détruire des planètes. » Yamada le vit sur son écran. Le Dominion éternel préparait son arme ultime. Un rayon capable de stériliser la surface d'une planète. Ils allaient l'utiliser sur Terre. « Il est temps de recharger ?» demanda-t-elle. « 4 minutes. L'arme nécessite d'énormes réserves d'énergie. » 4 minutes. Le Prométhéeus était déjà gravement endommagé. Les systèmes de survie étaient défaillants dans la moitié du vaisseau. Les canons électromagnétiques avaient peut-être encore 3 tirs avant que les bobines magnétiques ne grillent. Yamada prit sa décision. Tout l'équipage, ici l'amiral. Procédure d'évacuation autorisée. Rejoignez les capsules de sauvetage. Ingénierie,
préparez-vous à une surcharge totale du réacteur. Hayes, chargez les derniers missiles Kessler et réglez-les pour une détonation de proximité. Amiral, que faites-vous demanda Rodriguez. Yamada sourit. Je gagne. Rejoignez une capsule, capitaine. C'est un ordre. Il fallait absolument que quelqu'un survive pour raconter à la Terre ce qui s'était passé. Elle ouvrit une dernière fois le canal de communication du vaisseau. Ici l'amiral Yamada. Vous avez tous combattu avec bravoure. Maintenant, j'ai besoin que vous surviviez. Rejoignez les capsules. Dites-leur que nous avons tenu bon. L'équipage commença à évacuer. Yamada resta sur la passerelle avec une équipe réduite de volontaires. Ils avaient 4 minutes pour accomplir l'impossible. Le Prometheus fila à travers l'espace, laissant derrière lui une traînée d'atmosphère et de débris. La moitié du vaisseau était détruite. Le blindage avait disparu par endroits, exposant la superstructure au vide spatial. Mais le moteur fonctionnait encore, et l'arme était toujours chargée. Yamada vérifia sa console, 2 minutes avant le tir du destructeur de planète de l'Empereur. Le Dominion éternel se trouvait au centre de ce qui restait de la formation de la flotte, protégé par 200 vaisseaux. Il était impossible de l'atteindre à temps avec des armes conventionnelles. Ils allaient donc utiliser des armes non conventionnelles. Archimède, ordonna Yamada. Exécutez le protocole Kessler, tous les missiles restants. Cascade de tir 7, amiral, répondit l'IA. Ce schéma rendra toute cette zone orbitale inutilisable pendant des décennies. Tout vaisseau pris dans le champ de débris sera détruit, y compris le Prometheus et toutes les capsules de sauvetage encore présentes dans la zone. Combien de temps faut-il aux nacelles pour sortir de la zone d'impact? 90 secondes selon la trajectoire actuelle. Nous avons donc 90 secondes. Feu à volonté. Les tubes lance-missiles restants s'ouvrent. 48 missiles conformes EISO protocole Kessler sont lancés simultanément. Ils se dispersent selon un schéma précis calculé par Archimède, accélérant jusqu'à leur vitesse maximale. L'empereur Vassatar observa le lancement perplexe. Il tire des missiles, défense rapprochée, éliminez ses cibles. Les systèmes défensifs de sa flotte suivirent les missiles. Les tourelles laser verrouillèrent les cibles et firent feu. Les missiles, en vol rectiligne, étaient des cibles faciles. 7 furent détruits dès la première salve. Mais les missiles détruits conservaient encore de la vitesse. Et leur programmation contenait une dernière instruction. Les missiles se fragmentèrent. Chacun se brisa en 50 000 morceaux. Chaque morceau, de la taille d'une bille, se déplaçait à des milliers de mètres par seconde. Les fragments se dispersèrent en un nuage de mort qui s'étendait à vue d'œil. Les systèmes de défense ponctuels tentèrent de suivre les fragments. C'était impossible. Ils étaient trop nombreux et dispersés sur un espace trop vaste. Les lasers détruisirent des centaines, des milliers de fragments. En vain. Le nuage atteignit la flotte souveraine. Le premier vaisseau à être détruit fut un croiseur lourd. Des fragments percèrent en sa coque en 10 000 points simultanément. Les boucliers furent impuissants face à des objets solides se déplaçant à vitesse orbitale. L'atmosphère se dissipa. L'enceinte de confinement du réacteur céda. Le vaisseau se brisa, ajoutant ses propres débris au nuage qui s'épaississait. Ces débris percutèrent 3 autres vaisseaux. Ces vaisseaux se brisèrent à leur tour. Leurs débris percutèrent d'autres vaisseaux. La réaction en chaîne commença. « Repliez-vous » ordonna Bazar. « Tous les vaisseaux, retraite d'urgence !» Mais la retraite exigeait une coordination. Les vaisseaux devaient avoir des voies de passage dégagées. Dans le nuage de débris, aucune voie n'était dégagée. Un destroyer tenta une manœuvre et percuta un croiseur déjà en train de chavirer. Ces systèmes de navigation furent détruits par un éclat de la taille d'un poing. Les missiles Kessler restants atteignirent le centre de la formation avant d'être anéantis. Ils se fragmentèrent à bout portant, libérant leur cargaison directement au cœur même des formations ennemies les plus denses. La formation parfaite de la grande flotte se transforma en un véritable champ de bataille. Les navires s'entrechoquèrent. Les débris des vaisseaux détruits se déplaçaient plus vite que les navires eux-mêmes. Chaque navire détruit augmentait le danger de façon exponentielle.
La flotte souveraine se retourna contre elle-même. Le Yamato observa le spectacle tactique avec une satisfaction amère. 700 navires réduits en miettes en moins de 2 minutes. La logique était d'une beauté terrifiante. Chaque collision engendrait davantage de débris, et ces débris provoquaient d'autres collisions. L'effet domino s'auto-alimentait. Arme destructrice de planètes, chargée à 80%. Archimède signala que le vaisseau amiral tentait de s'éloigner du champ de débris. Le Dominion éternel était en mouvement, ses puissants moteurs le propulsant vers un espace plus dégagé. Le vaisseau était gigantesque, conçu pour résister à tout. Son blindage était légendaire, mais il était aussi lent. Combien de temps avant que les capsules de sauvetage ne quittent la zone demanda Yamada. Elles ont quitté la zone. Tous les membres d'équipage survivants sont en sécurité. Bien, Yamada actionna les commandes du moteur. Ingénierie, j'ai besoin de toute la puissance du réacteur. Un dernier effort. La réponse vint du lieutenant Quan, le dernier ingénieur encore à son poste. Amiral, si on pousse le réacteur plus fort, il va exploser. On parle d'une fusion totale. Parfait, dit Yamada. Faites-le. Elle sentit le vaisseau foncer en avant. Le Prométhéeus, agonisant et en flammes, accéléra vers le vaisseau amiral. Le nuage de débris se dissipa autour d'eux. Des fragments qui auraient détruit un vaisseau moins puissant vinrent simplement s'ajouter au cratère qui sillonnait déjà la coque. « Amiral, que faites-vous » La voix de Bazar résonna dans le canal. « Reculez. Nous pouvons négocier. » Négocier. Yamada rit. « Vous êtes venus exterminer mon espèce. Vous pensiez que nous nous soumettrions parce que vous aviez plus de vaisseaux. Avez-vous seulement envisagé que, peut-être, nous avons survécu aussi longtemps parce que nous sommes particulièrement doués pour éliminer ceux qui tentent de nous anéantir ?» Le Prométhée s'approcha à 50 km. Le système de défense rapproché du vaisseau amiral ouvrit le feu. Mais le vaisseau était tellement encombré de débris et de dégâts que les systèmes de ciblage ne parvenaient en honte pas à localiser les points critiques. Ils tiraient chanté sur une carcasse qui refusait de s'immobiliser. Yamada activa alors l'arme ultime, les torpilles à antimatière. Chacune transportait une ogive capable de faire passer les armes nucléaires pour de simples pétards, mais elles étaient trop précieuses pour être confiées à des systèmes automatisés. Trop importantes pour risquer d'être abattues. « J'ai besoin de volontaires », lança-t-elle par le canal de communication du navire. « Les torpilles nécessitent un guidage manuel. »« C'est un aller simple », répondirent aussitôt 6 voix. Des pilotes de chasse qui n'avaient plus d'appareil. Ceux qui avaient déjà fait leurs adieux. « Rejoignez les tubes de lancement », ordonna Yamada. « Vous saurez quand tirer. » Le Prometheus percuta l'Eternal Dominion à pleine vitesse. 3 kilomètres de vaisseaux agonisants s'écrasèrent contre le flanc du vaisseau amiral. L'impact fut catastrophique. Le blindage des 2 vaisseaux se brisa. La structure du Prométhéeus se rompit, le vaisseau se repliant sur lui-même. La coque du vaisseau amiral s'affaissa, les cloisons s'effondrant. Dans ce chaos, 6 torpilles furent lancées. Chacune était pilotée par un volontaire qui la dirigeait manuellement à travers le système de défense rapproché du vaisseau. Les torpilles s'écrasèrent contre les brèches de la coque, pénétrant profondément à l'intérieur du navire. Puis elles explosèrent. L'antimatière rencontra la matière. La réaction fut à la fois parfaite et terrible. Une énergie colossale, habituellement réservée aux cataclysmes stellaires, fut libérée. Le réacteur du Dominion éternel ajouta sa propre destruction à l'explosion. Le vaisseau amiral, fleuron de la souveraineté, celui qui avait mené 800 conquêtes, cessa tout simplement d'exister. Un soleil éphémère apparut en orbite terrestre, puis disparut. L'onde de choc se propagea à travers le champ de débris, semant encore plus le chaos. Une centaine d'autres vaisseaux, déjà endommagés et en difficulté, furent détruits ou mis hors service par l'explosion. Yamada sentit le Prométhéeus se disloquer autour d'elle. La passerelle perdait de la pression. Les alarmes hurlaient. Le réacteur du vaisseau était en fusion, à quelques secondes de la rupture. « Archimède » dit-elle d'une voix calme. « On l'a eu » ? « Confirmé » répondit l'IA. « L'empereur Vasitar est mort.
Le vaisseau amiral est détruit. La grande flotte est désorganisée. 731 vaisseaux détruits ou mis hors de combat. Les vaisseaux restants battent en retraite en désordre. Bien. Yamada sentit la passerelle vaciller, tandis que le vaisseau se disloquait. Dernier ordre d'Archimède. Transmettez toutes les données de combat à la Terre. Chaque détail. Comment nous avons combattu? Pourquoi ça a marché? La souveraineté finira par revenir, et la Terre doit savoir comment les vaincre. Bien reçu. Amiral, ce fut un honneur de servir sous vos ordres. L'honneur était pour moi. Le réacteur a cédé. L'explosion était bien moins puissante que l'explosion d'antimatière, mais suffisante. Le Prometheus, prototype oublié, vestige embarrassant du passé paranoïaque de l'humanité, périt dans les flammes. Mais sur le champ de bataille, des capsules de sauvetage dérivèrent l'un vers la Terre. Rodriguez, depuis sa capsule, vit le Prometheus disparaître dans un éclair. Autour de lui, les débris de la grande flotte jonchaient en l'espace. Des centaines de vaisseaux détruits, un empereur mort. La doctrine militaire d'un empire s'est effondrée. Elle l'a fait, murmura quelqu'un dans le système de communication de la capsule. Un seul vaisseau. Elle a anéanti toute leur flotte avec un seul vaisseau. Pas un seul vaisseau, corrigea Rodriguez, les yeux rivés sur le champ de débris. Un seul vaisseau, un seul équipage, et la volonté de se battre sans scrupule. La souveraineté s'attendait à une bataille conventionnelle. L'amiral Yamada leur avait donné des sueurs froides. Les vaisseaux survivants de la souveraineté fuyaient déjà en hyperespace, leur formation brisée, leur confiance anéantie. Ils étaient venus avec 800 vaisseaux pour écraser une espèce primitive. Ils repartaient avec moins d'une centaine, fuyant les fantômes de l'ingéniosité humaine. Sur Terre, les regards se tournaient vers le ciel. Ils virent les éclairs de la bataille. Ils virent la grande flotte se briser et se disperser. Ils virent l'impossible victoire de l'humanité inscrite en lettres de feu à travers les étoiles. Et ils comprirent que la Terre venait de se révéler à la galaxie. Non pas comme une espèce implorant d'en faire partie, non pas comme un peuple primitif attendant d'être conquis, mais comme quelque chose de bien plus dangereux. Une espèce qui a transformé la paranoïa en arme. Une espèce qui a refusé de perdre. Une espèce qui, face à l'extinction, a regardé 800 vaisseaux de guerre et a dit « Pas aujourd'hui ». La chambre d'hôpital donnait sur la Terre, la planète paisible et bleue apparaissant dans le hublot. L'amiral Koyamada était allongé sur son lit, relié à une multitude de machines qu'elle ne pouvait compter. Son corps était brisé en une douzaine d'endroits. Des brûlures recouvraient 30% de sa peau, mais elle était vivante, rescapée d'une capsule de sauvetage endommagée par l'explosion. La balise de détresse de la capsule avait alerté les vaisseaux de secours. Ils l'ont trouvée à bout de souffle, son corps défaillant, mais encore en vie. Le médecin a dit qu'elle allait s'en sortir. Il lui faudrait du temps, mais elle remarcherait, se battrait à nouveau si nécessaire, même si Yamada espérait que ce ne serait pas le cas. La porte s'ouvrit. Le capitaine Rodriguez entra, arborant désormais les étoiles de contre-amiral sur son uniforme. Derrière lui suivaient des représentants du Conseil galactique. Tevnash, le conseiller militaire qui avait qualifié le Prométhéeus de primitif, menait la délégation. « Amiral Yamada », dit Tevnash, ses mandibules claquant peut-être par respect ou par nervosité. « Le conseil m'a demandé de vous parler. Nous avons de nombreuses questions sur ce qui s'est passé. »« J'en suis sûr, » répondit Yamata, la voix encore rauque à cause de la fumée. « Votre doctrine ne prévoyait pas qu'on puisse utiliser des méthodes déloyales. »« Nous avons compté les débris, » dit Tevnash d'une voix calme. 731 vaisseaux de la souveraineté impériale détruits ou mis hors service. L'empereur Vastar est déclaré mort. Le haut commandement militaire de la souveraineté est en plein chaos. Les vaisseaux survivants ont fui vers leur territoire. Plusieurs espèces vassales ont déjà proclamé leur indépendance. Ils sentent une faiblesse. Vous n'avez pas seulement remporté une bataille, amiral. Vous avez peut-être brisé un empire. Bien. Yamada dit simplement
Un autre membre du conseil s'avança. Celui-ci appartenait à une espèce aux structures cristallines, communiquant par des motifs lumineux. Leur interprète traduisit le message en mots. Nous ne comprenons pas. Le Prométhée était inférieur en tout point, plus lent, moins efficace, doté d'armes primitives. Comment avez-vous remporté cette victoire? Yamada peinait à se redresser. Rodriguez l'aida en ajustant l'inclinaison du lit. Elle regarda les représentants du conseil. Ces espèces Kiski parcouraient les étoiles depuis des millénaires, tandis que l'humanité apprenait encore à maîtriser le feu. Vous voulez savoir comment nous avons gagné? Demanda Yamada. Je vais vous le dire. Vous avez bâti vos flottes pour combattre des civilisations semblables à la vôtre, des espèces qui suivaient les mêmes règles, utilisaient la même technologie, combattaient de la même manière. Vous vous êtes affrontés si longtemps que la guerre est devenue prévisible, ritualisée. Vous avez des formations, des doctrines et des méthodes de combat bien définies. Elle désigna le hublot, le champ de débris encore visible en orbite. Nous n'en savions rien. Lorsque nous avons construit le Prométheus, nous pensions être seuls dans un univers hostile. Nous imaginions des ennemis incompréhensibles, des menaces qui ne se plieraient à aucune règle que nous n'avions pas encore inventée. Alors, nous avons construit un vaisseau conçu pour combattre l'inconnu avec les seuls atouts dont nous disposions. Créativité, désespoir et la volonté d'enfreindre toutes les règles pour survivre. Mais vos armes, insista TV, projectiles cinétiques, armures physiques, sont inefficaces. Nos boucliers énergétiques et nos armes à plasma sont mathématiquement supérieurs. Supérieurs pour le combat entre eux, Mans, corrigea Yamada. Vos boucliers sont parfaits pour disperser les armes énergétiques. Inefficaces face à une barre de tungstène de 2 tonnes se déplaçant à 0,3% de la vitesse de la lumière. Vos formations sont optimales pour des échanges coordonnés d'armes énergétiques. Fatales lorsque le champ de bataille est jonché de débris. Vous avez optimisé votre guerre pour vous affronter entre vous. Nous l'avons optimisée pour affronter n'importe quel adversaire. Le docteur Chen entra dans la pièce, une tablette à la main. Elle fit un signe de tête aux représentants du conseil. J'ai analysé les enregistrements de la bataille. La souveraineté a commis 3 erreurs cruciales. Premièrement, elle a présumé que notre absence de bouclier nous rendait vulnérables. Elle n'a pas envisagé que le blindage puisse être plus efficace contre leurs armes. Deuxièmement, elle a maintenu une formation serrée, doctrine pourtant réservée aux échanges d'armes à énergie dirigée. Lorsque les débris ont commencé à voler, elle s'est retrouvée incapable de manœuvrer. Troisièmement, il n'avait jamais imaginé que nous transformerions le champ de bataille lui-même en armes. Le protocole Kessler, a déclaré un membre du Conseil, la voix empreinte d'horreur. Vous avez transformé l'espace orbital en une arme. Il faudra des décennies pour nettoyer le champ de débris. Cette portion de l'orbite terrestre est désormais inutilisable. Mais la Terre est toujours là, a ajouté Yamada. Toujours libre. C'était là l'essentiel. Tu es contrarié que nous ayons fait des dégâts. La souveraineté est sévenue. Exterminer mon espèce. Excuse-moi si je ne m'excuse pas pour le nettoyage, Bill. Un silence pesant s'installa. Les représentants du Conseil échangèrent des regards, l'un en changèrent des regards, communiquant d'une manière que les humains ne pouvaient pleinement comprendre. Finalement, Tevnoch reprit la parole. Le Conseil a terminé l'évaluation de la demande d'adhésion de la Terre. Au vu des événements récents, la demande a été approuvée. L'humanité obtient le statut de membre à part entière, avec effet immédiat. Comme ça? Demanda Rodriguez, suspicieux. 50 ans d'attente et maintenant c'est bon. Vous avez démontré quelque chose dont le Conseil a besoin. En résumé, il s'agit de la capacité à penser au-delà des paramètres conventionnels. Depuis 3000 ans, la guerre galactique suit les mêmes schémas, les mêmes doctrines. Les espèces apparaissent et disparaissent, mais les méthodes restent les mêmes. La souveraineté impériale a conquis 40% de l'espace connu grâce à la perfection de ces méthodes. Vous avez ensuite anéanti leur flotte grâce à des tactiques dont nous ignorions l'existence.
Vous ne nous invitez pas par sympathie, réalisa Yamata. Vous nous invitez par peur. La peur et le respect sont souvent intimement liés, admit Tevnash. Nous observons l'humanité depuis 50 ans. Nous avons vu une espèce violente, en proie à des conflits incessants. Nous craignons que vous ne déployiez cette violence jusque dans les étoiles. À présent, nous comprenons. Vous ne combattez pas par plaisir, mais parce que vous êtes extrêmement doué pour la survie. Et dans une galaxie où la souveraineté contrôle encore un tiers de l'espace connu, où d'autres menaces rôdent au-delà des régions explorées, le Conseil a besoin d'espèces qui savent vaincre. Un diplomate humain entra, visiblement nerveux. Amiral, j'ai été autorisé à vous informer que le gouvernement terrien propose un nouveau programme de développement militaire. Il souhaite construire davantage de vaisseaux comme le Prometheus, une flotte entière. La classe Prometheus, confirma Chen en hochant la tête. J'ai déjà été contacté. Ils veulent que je dirige l'équipe de conception, que j'améliore les systèmes, que je les rende plus efficaces tout en préservant la philosophie de base. Et quelle est cette philosophie ? Demanda le représentant du Conseil. Que les boucliers peuvent céder, alors construisez des armures, répondit Chen en comptant sur ses doigts. Que l'énergie peut s'épuiser, alors utilisez l'énergie cinétique. Que les formations peuvent devenir des pièges, alors soyez prêts à combattre seuls. L'ennemi étant potentiellement plus fort, il faut être prêt à tout. La survie prime sur l'honneur. Les présomptions de l'ennemi sont votre arme la plus redoutable. 5 ans plus tard, l'amiral Rodriguez se tenait sur la passerelle de l'UESN Défiance, vaisseau amiral de l'air. Nouvelle flotte de classe Prometheus. Autour de la Terre, 20 de ces gigantesques vaisseaux de guerre étaient alignés, leurs coques peintes aux couleurs grises et blancs de la marine spatiale de la Terre unie. D'autres étaient en construction dans les chantiers navals du système solaire. Mais Rodriguez ne regardait pas la Terre. Il observait la station diplomatique où l'humanité avait officiellement rejoint la flotte de défense du Conseil galactique. Des vaisseaux conçus par l'homme, intégrant les leçons de la bataille de la Terre, étaient intégrés aux forces du Conseil. D'autres espèces étudiant les tactiques humaines, cherchant à comprendre cette nouvelle forme de guerre. Certaines l'adoptèrent, d'autres résistèrent, qualifiant les méthodes humaines de barbares. Mais toutes avaient visionné les enregistrements de la bataille. Toutes avaient constaté ce que le désespoir et l'ingéniosité pouvaient accomplir. Sur Terre, Koyamada se tenait devant un mémorial. Il s'était inscrit les noms de tous ceux qui avaient péri à bord du Prometheus. 217 âmes qui s'étaient portées volontaires pour une mission suicide et qui avaient donné le meilleur d'elles-mêmes. Son nom aurait dû figurer sur cette liste. Parfois, elle le souhaitait ardemment, mais elle avait survécu pour voir l'humanité prendre sa place parmi les étoiles. Non plus comme des suppliants implorant d'être acceptés, non pas comme des primitifs se contentant de miettes, mais comme des égaux ayant gagné leur place au prix de leur sang, de leurs efforts et de leur volonté de tout faire pour survivre. Un jeune officier, tout juste sorti de l'académie, l'aborda. « Amiral Yamada, je suis diplômé la semaine prochaine. J'ai demandé à être affecté à un vaisseau de classe Prometheus. Je voulais vous remercier de nous avoir montré que nous n'avons pas à nous battre comme tout le monde. » Yamada regarda la jeune officière, se revoyant des décennies plus tôt. Idéaliste, enthousiaste, prête à affronter l'inconnu. « Vous vous souvenez de quelque chose ?» demanda Yamada. « Nous avons gagné cette bataille parce qu'ils nous ont sous-estimés, parce qu'ils pensaient savoir comment fonctionnait la guerre. Nous leur avons appris autrement, mais maintenant, ils savent. Le prochain ennemi ne commettra pas les mêmes erreurs. Il nous faut donc évoluer sans cesse, inventer constamment de nouvelles stratégies de combat. Dès que nous devenons prévisibles, nous perdons notre avantage. Que faire alors ?» Yamada sourit. Ce que l'humanité a toujours fait. S'adapter, improviser, trouver de nouvelles règles à transgresser. La galaxie voulait que nous pensions comme elle. Au lieu de cela, nous lui avons appris à penser comme nous. Désormais, nous devons garder une longueur d'avance sur tous les autres.
Elle leva les yeux vers les étoiles de la galaxie que l'humanité avait rejointe. Là-bas, de nouvelles menaces l'attendaient, de nouveaux défis, de nouveaux ennemis qui mettraient à l'épreuve la détermination et la créativité de l'humanité. Mais Yamata n'était pas inquiète, car quelque part dans cette immense obscurité, un empire extraterrestre observait probablement la Terre en se disant qu'il pourrait la conquérir. Il pensait en son que les humains n'étaient mointés qu'une espèce primitive de plus à anéantir. Et lorsqu'ils viendraient, ils apprendraient ce que la souveraineté impériale avait appris, que l'humanité n'a pas survécu grâce à sa force, son évolution ou son nombre. Elle a survécu en devenant absolument terrifiante lorsqu'elle était acculée. En transformant la paranoïa en arme, en refusant la défaite même lorsque celle-ci semblait inévitable, ils ont survécu en restant humains. Et c'est le message que la Terre a envoyé à la galaxie. Un message inscrit dans l'épave de 800 vaisseaux, gravé dans le champ de débris qui orbitera autour de la Terre pendant des décennies, tel un avertissement. Un message exprimé dans les récits terrifiés des survivants de Sovereignty. L'humanité était arrivée et la galaxie ne serait plus jamais la même.